Après avoir vu que pendant l'entre-deux-guerres, de nombreux régimes totalitaires prennent racine en URSS notamment, en Allemagne, mais nous avons aussi en Italie avec Mussolini, en Espagne avec Franco, eh bien, nous avons vu ces régimes totalitaires qui se mettent en place en Europe. Voyons un petit peu la France, quelle position prend-elle, elle, dans ce contexte compliqué. Alors, je vous ai dit, nous sommes dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres. La France, bien sûr, va être touchée également par la crise économique et sociale de 1929, cette fameuse crise qui vient des États-Unis et qui va fragiliser, bien sûr, les économies européennes. Je vous l'ai dit aussi, et vous le savez, en Europe, on a ces partis, ces régimes totalitaires qui se mettent en place dans certains pays d'Europe. Et bien sûr, ça va donner de l'élan pour toutes les ligues d'extrême droite, pour tous les partis d'extrême droite qui sont présents, par exemple en France ou dans d'autres pays. Ça va leur donner un petit peu l'impulsion et l'idée de peut-être mettre également en place eux aussi un régime totalitaire dans leur pays. Et c'est ce qui va se passer en France. Dans les années 30, on va avoir les ligues d'extrême droite, le parti de droite qui vont tenter de bousculer un petit peu le gouvernement français, qui vont faire des manifestations très violentes parce qu'ils veulent mettre en place eux aussi un régime totalitaire ou suivre en tout cas les idées et les régimes qu'ils voient émerger un peu partout en Europe. Bon, il faut savoir que dans les années 30 et surtout en 1936 en France, eh bien, c'est les élections législatives qui vont s'ouvrir. Et face à cette montée des ligues d'extrême droite et du parti de droite, les partis de gauche qui étaient très divisés, qui étaient très séparés depuis très longtemps, eh bien, vont décider pour ces élections législatives de 1936 de s'unir. Et c'est ce qu'on va appeler le Front populaire. Alors, ces partis de gauche, je vous ai dit, sont divisés. Il faut compter le parti radical, il faut parler aussi du parti communiste, hein, le parti communiste, le PC, les communistes, et puis on a aussi la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière, donc qui contient des socialistes. Ces partis, ils vont se mettre d'accord pour s'unir, pour devenir le Front populaire, et s'ils sont élus, ils mettront en place des réformes dans les domaines économiques et sociaux. Par exemple, ils vont commencer à parler de réduire le temps de travail, de mettre en place la laïcité dans le gouvernement, etc. etc. Donc ils se mettent d'accord, ils s'unissent pour évidemment s'opposer à ces ligues d'extrême droite françaises et au parti de droite français qui est le centre des républicains nationaux. Bon, jusqu'aux élections législatives, eh bien, on va avoir une campagne très médiatisée pour l'époque. On va avoir les rues des villes qui vont se couvrir d'affiches, on va avoir des débats publics un peu partout, on va avoir vraiment cet engouement pour ces élections législatives et le Front populaire qui va bien sûr mettre beaucoup de soi-même pour expliquer les réformes qu'ils veulent mettre en place et pour plaire, séduire les ouvriers français notamment. Et ça va fonctionner, puisqu'en fait, on va avoir quand même 85% de participation à ces élections législatives, ce qui est énorme. Évidemment, c'est, et voilà, merci à tous leurs efforts, c'est le Front populaire qui va être élu en mai 1936. Mais déjà, on sent que c'est un peu instable, puisque dès que le Front populaire est élu, le Parti communiste décide de se retirer du gouvernement. Il décide de se désunir de ce Front populaire. Donc ça va être le petit bémol dès le début, effectivement, du gouvernement du Front populaire. Mais sinon, tout se passe dans un climat de joie populaire, hein. Tout le monde, tous les ouvriers français sont heureux de voir enfin des partis de gauche passer au pouvoir. Et on va élire Léon Blum. Léon Blum va devenir le président du Conseil. Il va former son nouveau gouvernement de la Troisième République. Mais Léon Blum, en fait, c'est un intellectuel juif français, donc c'est un intellectuel. Il est républicain, mais il est aussi bourgeois, il est de naissance bourgeoise. Donc, il veut mettre en place, bien sûr, ces réformes, mais attention, il ne faut pas mettre les réformes sociales et économiques trop rapidement, il ne faut pas les mettre trop rapidement en place, parce que il ne veut pas non plus mettre les bourgeois à dos, et les classes supérieures à dos. Donc il se méfie un petit peu quand même. Et il va
tarder à mettre en place les réformes, il va mettre un mois à former son gouvernement, Léon Blum, ce qui fait qu'au final, les ouvriers qui ont voté pour le Front populaire commencent un petit peu à s'inquiéter. Ils se méfient, ils ont peur que les réformes promises ne soient pas mises en place. Et donc, petit à petit, les ouvriers vont se mettre en grève. On va déclencher des grèves au Havre, à Toulouse, et puis c'est la France entière qui va être affectée par la grève dans le milieu industriel en été 1936, parce qu'effectivement, ils ont peur que Léon Blum ne mette pas en place les réformes promises. Bon, donc Léon Blum, qu'est-ce qu'il va faire suite à ces grèves? Il va bien sûr demander aux ouvriers de reprendre le travail, d'arrêter la grève. D'autant plus que certaines villes, dont Paris, commencent à manquer de pain parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement à cause de ces grèves. Par exemple, il n'y a plus d'approvisionnement de mazout qui servait à faire chauffer les fours pour faire le pain. Donc ça commence à poser problème à la population. Léon Blum demande vraiment à ce que les grèves s'arrêtent, ce que les ouvriers n'écoutent pas, bien sûr. Donc il décide d'organiser une réunion très rapide et de mettre en place les réformes très rapidement pour apaiser les ouvriers. Il organise une réunion à l'hôtel de Matignon le 7 juin 1936. Il invite dans cette réunion les représentants du patronat, donc les grands patrons des entreprises, des usines françaises. Il invite des syndicats et au bout de 2 jours, ils vont se mettre d'accord pour signer ce qu'on va appeler les accords de Matignon. Et dans ces accords, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a une augmentation des salaires de 15% en moyenne. On a le droit syndical qui est renforcé. Désormais, tous les ouvriers peuvent adhérer à un parti syndical, à une organisation syndicale. Et puis, eh bien, pour la première fois, on va avoir des congés payés qui vont être instaurés. Et ce qui va permettre aussi aux Français de connaître les premières vacances payées et de pouvoir partir un petit peu. Bon, évidemment, le problème, c'est que les ouvriers sont un petit peu décontenancés là. On vient de leur donner les accords Matignon et on leur demande de reprendre le travail alors qu'ils se sont un peu habitués à la grève. Donc on va avoir un petit moment de flottement, les ouvriers continuent leur grève alors que les accords de Matignon sont passés. Et c'est le Parti communiste qui quand même va aller les voir un par un et leur dire bon allez c'est bon, il faut savoir terminer la grève et la paix revient. Bon, Léon Blum va aussi faire voter de nombreuses lois sociales, il va aussi faire des investissements publics pour des travaux publics, il va financer des travaux publics, parce que Léon Blum, je vous ai dit, c'est un bourgeois, un républicain, mais c'est un bourgeois, et il est dans une logique qu'on appelle la logique keynésienne de John Keynes, d'accord. En fait, il est persuadé que si on réinjecte de l'argent dans les travaux publics, si on réinjecte de l'argent un peu partout, eh bien ça va relancer la consommation, les gens vont pouvoir mieux consommer, plus consommer, et donc ça va diminuer, on va dire, le chômage, plus de gens vont pouvoir travailler puisque on va devoir produire plus puisque les gens consomment plus. Le problème, c'est que ça va pas tout à fait fonctionner, ça va surtout créer de l'inflation, euh, mais de la dévaluation de la monnaie, mais ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Bon, donc on a peu à peu cette crise économique, les réformes de Léon Blum qui ne vont pas donner tout ce qu'on voulait à la base. Donc déjà ça va un petit peu refroidir certains. En plus, on a un contexte international tendu, je vous l'ai dit. On a cette montée des régimes totalitaires un petit peu partout. On a l'Allemagne qui commence à s'étendre avec Hitler. Par exemple, Hitler va annexer la Rhénanie, puisque le but d'Hitler, c'est de, évidemment, peu à peu grignoter des territoires et agrandir l'Allemagne. Mussolini qui est mis en place ce régime totalitaire en Italie, eh bien lui va commencer à s'étendre en Afrique, dont l'Éthiopie par exemple, ce qui va créer un contexte international un peu de conflit, de tension. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne? Eh bien, je vous ai dit, il y a un régime totalitaire qui est peu à peu mis en place. Évidemment, ce régime totalitaire, il n'est pas accepté par la population espagnole. Ce qui fait qu'il y a une grande guerre civile en Espagne au moment où le Front populaire est au pouvoir en France. Et beaucoup en France veulent aller aider l'Espagne contre la montée du régime totalitaire. Ce qui va évidemment provoquer des tensions entre ceux qui ne veulent pas aider l'Espagne et ceux qui veulent aider l'Espagne. Léon Blum, lui, pareil, il est partagé entre ces opinions-là, il va demander l'avis de Londres.
du gouvernement de Londres. Et suite à ça, il va décider de rester neutre dans le conflit. Et en fait, ça va être une grosse erreur de sa part, parce qu'en fait, le Front populaire et ceux qui ont voté pour le Front populaire, les ouvriers, les paysans, étaient pour aider l'Espagne et pour combattre les totalitarismes qui commencent à s'enflammer un peu partout. Bon, la France va quand même, Léon Blum va quand même livrer des avions, il va laisser des volontaires s'engager en Espagne pour aider l'Espagne contre cette montée du régime totalitaire, mais c'est un peu tout, et en fait ça va être une grosse erreur parce que ceux qui ont voté pour Léon Blum vont se détourner peu à peu de lui. Donc on va avoir une confiance populaire qui va s'effriter de plus en plus envers ce gouvernement de Léon Blum et du Front populaire. Et puis, je vous ai dit, le Front populaire, ça ne plaît pas non plus aux bourgeois qui voient d'un mauvais œil ces réformes sociales qu'on leur impose. Et les industriels vont tout faire pour faire tomber le Front populaire. On va avoir par exemple des industriels qui vont pratiquer la fuite des capitaux en Suisse et qui ne vont pas faire le jeu du Front populaire. Et puis, je vous ai dit, les réformes du Front populaire sont un échec. On a une inflation qui commence peu à peu à se développer en France, ce qui fait qu'évidemment, le gouvernement va très mal, on en veut de plus en plus au gouvernement, et tout va mal. Donc le 13 février 1937, donc même pas un an après, Léon Blum va devoir s'exprimer à la radio. Il annonce la pause dans les réformes qu'il avait commencé à mettre en place. Et les scissions internes du Front populaire deviennent tellement de plus en plus importantes. Les scissions contre aussi les partis de droite, les tensions contre les partis de droite sont de plus en plus énormes. Et donc en avril 1938, eh bien, c'est terminé, c'est la fin du Front populaire. Léon Blum démissionne et le gouvernement est confié à un homme de droite, Daladier. Daladier qui va effectivement reprendre le flambeau de Léon Blum, mais comme c'est un parti de droite, évidemment les réformes sociales vont être beaucoup plus bloquées et ces, ces, ces réformes en tout cas vont être maintenues, ce qui est très très important pour la France, mais effectivement on ne connaîtra plus désormais cet engouement qu'on a eu avec le Front populaire et ces réformes sociales qui ont apporté beaucoup de choses aux ouvriers français et qui ont permis aussi beaucoup de choses à la France.